Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans, de femmes, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de mère, de femme, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pourrez retrouver toutes mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de naissance, de grossesse, mais aussi sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamel.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, dans cet épisode inédit, c'est Léna que je reçois dans mon espace. Elle est sophrologue périnatale et elle a été formée avec la méthode PALMA, qui est une réelle expertise de la sophrologie et de l'accompagnement périnatal pour guider chaque maman vers une maternité apaisée et sereine. Je vous laisse sans plus tarder découvrir ce magnifique épisode hors série avec Léna. Bonjour Léna. Salut Marion. Je suis très contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps que tu m'as contactée, en tout cas à travers les réseaux, et pour le coup qu'on se suit. Mais c'est vrai que le temps a passé jusqu'au moment où je me rends compte en fait que tu habitais à côté de chez moi. Eh ben, exactement. Et je t'ai croisée sur un petit festival Oui, familial il y a peu de temps, et je me suis dit c'est l'occasion de t'en parler, de te dire mais au fait, en fait, je crois qu'on habite vraiment, c'est vraiment ça. pas loin l'une de l'autre. C'est ça, exactement ça. Ça a été l'occasion, en tout cas aussi, de pouvoir nous rencontrer physiquement, puisque la plupart du temps, en tout cas, on fait un call préparatoire avec les mamans que j'interviewe. Mais là, c'était l'occasion de se rencontrer physiquement pour pouvoir échanger sur l'accompagnement que tu proposes, puisque ça va être un épisode, je le dis dès maintenant, qui sera dédié à la sophrologie. Oui. Et donc voilà, donc on a échangé et on a préparé ensemble cet épisode. Mais dans un premier temps, bon, j'en ai déjà un petit peu dit, mais je vais te laisser te présenter brièvement toi et ta petite famille avant de rentrer dans le cœur du sujet. Très bien. Eh bien, écoute, moi, je m'appelle Léna, donc je suis sophrologue spécialisée en périnatalité, entre autres. Je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Hortense, qui a un peu plus de 2 ans maintenant. Et je suis mariée avec Rémi depuis, pareil, un petit peu plus de 2 ans. Ouais. Et donc pareil dans la région en tout cas parce que je le dis pour le coup tu es, nous on s'est rencontrés en tout cas sur Avranches, mais peut-être que tu peux déjà dès à présent dire où se situe ton cabinet? Et ben, j'ai effectivement un cabinet à Avranches Voilà. et j'exerce aussi, 2 matinées par semaine, dans la région de Coutances au cabinet qui s'appelle l'Aparté. Voilà, comme ça au moins, dès le début de cet épisode, on sait où est-ce que tu exerces. Alors On peut-être me pour commencer, situe. c'est ça. Peut-être pour commencer, Léna, on va peut-être aborder un petit peu ta maternité. J'aime bien en savoir un petit peu plus, en tout cas sur les mamans que j'interviewe, avant de Ouais. rentrer dans le détail de l'accompagnement que tu proposes. Comment s'est déroulée en tout cas ta première grossesse et est-ce que tu as été en tout cas accompagnée avec différentes thérapies en parallèle de celle-ci? Eh bah, écoute, moi, j'ai eu une première grossesse idéale, vraiment, j'ai très bien vécu. Ma petite, elle est arrivée très vite déjà dans notre projet bébé. On a à peine eu le temps de se dire: «Allez, on y va», elle est arrivée, elle était prête. Elle Ouais. était prête, elle est arrivée très vite pour notre plus grand plaisir et la grossesse a été, très agréable. Ça a été une expérience, super dont je garde un très bon souvenir. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais en dernière année aussi de sophro à l'école,
de sophrologie caïcédienne de Lyon, donc j'étais en dernière année, donc en fait là je vivais sophro quoi. Je Ouais, On pratique, de la sophro tous les jours, c'était vraiment, donc ça a été un de mes principales, outils pour vivre cette grossesse parce que forcément on on pratique énormément chaque protocole sur nous, et cetera. On en reparlera, mais ouais. donc du coup, j'ai vécu cette grossesse en vivant, en respirant sophro tous les jours, C'est ça, bercé par la hem, sophro. bercée par la sophro, voilà. J'ai aussi beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. J'ai lu notamment, il y a des choses qui m'ont marqué comme Le Mois d'or, on en reparlera aussi, Ouais, qui tient aujourd'hui une place importante pour moi. La naissance en BD de Lucille Gomez ouais, aussi. J'ai découvert, Ina Megaskin avec ses livres sur la naissance physio. ouais, Et j'ai suivi aussi des formations en ligne pour les femmes enceintes sur la naissance physio et le postpartum notamment. ouais. Heu, à l'époque, j'habitais sur Lyon et il y avait des femmes comme ça qui proposaient des choses hyper intéressantes et par ces formations-là, j'ai, intégré des groupes de mamans enceintes qu'on était à peu près au même stade que moi, tu vois? Et puis on est Ouais, toujours en contact. Ça a été aussi un gros soutien pendant la grossesse, ouais. pour l'après, d'avoir, ces groupes de femmes avec qui on échangeait, on partageait, c'était super. Un premier village en tout cas, en Un amont et aussi premier, peut-être, ouais, que tu as tout à fait. retrouvé après aussi, au moment du postpartum. Ouais, tout à fait, absolument, ça a été un grand soutien. Pour la naissance de ma fille, j'avais choisi d'accoucher en plateau technique avec une sage-femme qui m'a suivie du coup tout le long de ma grossesse. Moi, c'était vraiment ce que je désirais parce que Ouais, finalement, ce qui m'inquiétait le plus dans la naissance, c'était les autres. J'avais pas peur de mon corps, j'avais pas peur de tout ça, mais j'avais peur de tomber sur des personnes qui seraient pas, sur la même longueur d'onde que moi, de devoir gérer les humeurs des uns des autres, à cette période-là. Donc en fait, je voulais vraiment être en confiance avec une personne que je ouais. connaisse, Mmh. qui me rassure parce qu'à l'époque aussi, on était éloignés de notre famille, on était un peu excentrés. On habitait sur Lyon, ma famille, était restée en dans la Manche. Donc j'avais, je pense aussi besoin de cette proximité un peu maternelle que j'ai trouvée auprès de la sage-femme Violaine, Ouais. qui était sur Lyon, qui était vraiment vraiment merveilleuse et du coup, j'ai pu accoucher en plateau technique, donc avec elle et ça a été un souvenir vraiment fabuleux. Alors tu avais un projet de naissance en tout cas défini, la plateau technique tu le dis, mais est-ce que tu avais en tout cas d'autres souhaits particuliers sur, cette naissance? Bah, écoute, moi, j'avais fait un projet de naissance, effectivement, qui était plus axé physio malgré que je voulais une péridurale. C'était un premier. Je me sentais pas hyper à l'aise avec le fait de tout de suite me lancer dans une naissance complètement physio. Mais, heu, j'avais vraiment envie de respecter tous ces piliers de la naissance, de respecter, l'intimité, de respecter le calme, heu, de respecter le rythme. J'avais envie d'être dans l'ombre, j'avais envie d'être dans le silence, de pouvoir mettre de la musique, j'avais envie d'être dans cette ambiance intimiste et respectueuse et cetera et en fait, je me suis rendu compte rapidement que la maternité que j'avais choisie, c'est pas que le projet de naissance, il était inutile, mais en fait, tout ce que j'avais écrit dessus, pour eux, ça allait complètement, c'était complètement naturel et ça allait de soi, en fait. Ils disaient: «Ah bah ouais, Ouais. bah ouais, bah ouais, carrément». Mmh. Donc en fait, ça m'a aussi apporté une énorme, confiance qui fait que le jour J, quand je suis arrivée sur place, j'ai pas connu une seule seconde de crainte, de peur, de panique. J'étais vraiment complètement détendue, en confiance. Je me suis laissée porter, je me suis laissée bercer et et cette naissance, ça a été ça. J'ai pu vraiment expérimenter, tu sais, ce passage de l'état de conscience, ce basculement vers un autre état de conscience où tu sens Ouais, rapidement que ton corps, il part dans une autre dimension. Un peu comme, tu sais, quand tu t'endors et que tu te rends compte que ton corps, il est un petit peu en c'est train de vrai. partir, tu vois? J'avais vraiment waouh, je suis partie très, très loin, mais c'était, cet état de transe un peu que j'ai vécu puisque finalement j'ai un travail qui a été assez rapide Ouais, et on est parti très, très vite, à la maternité. J'ai perdu les os, d'un coup, sans crier gare, tu vois? Sans aucun, ouais, sans aucune, sans aucun signe avant-coureur et cetera. Un soir, tout d'un coup, paf et ouais, hem et suite à ça, le travail s'est mis en place hyper vite. Donc en fait, 1 heure après, on était déjà partis à la mater, quoi. J'avais des contractions qui étaient hyper régulières, que je sentais efficaces aussi. ouais. Hem et puis le temps que j'arrive, que ma sage-femme arrive, qu'elle regarde un peu où j'en étais et cetera.
Et bah, ça avait bien avancé et puis au final, le temps que l'anesthésiste arrive, j'étais déjà à 8, tu vois? Ouais. Donc j'ai fait un Waouh! travail, rapide, une dilatation rapide. Ah oui, j'avais pris aussi, de l'homéopathie, conseillée Oui. par ma sage-femme pour favoriser tout ça, la dilatation et cetera et ma foi, j'ai l'impression que ça a très, très bien marché. Hem Et puis, bah, écoute, j'ai eu cette péri qui m'a quand même, permis de me relaxer parce que je me suis rendu compte que j'étais hyper crispée. Ouais. Heu, L'effet que ça a eu un petit peu malheureux, c'est que ça a du coup, ralenti. Je pense que ma fille serait née beaucoup plus vite si je l'avais pas eu, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas prête à m'en passer. Oui. Hem, donc la poussée par contre a été longue. J'ai poussé à peu près 1 heure, donc ça a eu des conséquences un petit peu après. Ça a été long et heu, ils ont quand même, eu besoin de faire intervenir un médecin qui ça a été l'intervention un petit peu, la seule intervention négative, j'ai envie de dire, puisque lui, il est arrivé comme un sauveur là-dedans, il a allumé la lumière. Alors qu'est-ce qui se passe? On se remonte les manches, on demande pas, on met les mains. Enfin, ça, j'ai pas aimé. D'accord. L'intervention masculine Ouais. de la naissance de ma fille a été l'intervention, pas cool. OK. Ouais. Voilà, donc j'en ai gardé, ce souvenir, mais tout le reste a été très doux, très beau. Quand ma fille est née, ils l'ont posée sur moi, on est resté 2 heures comme ça, personne nous a embêtés. Il y avait une ambiance, hors du temps. Une Ouais. ambiance hors du temps, dans un calme. Ma fille, elle était là à nous regarder sans pleurer, elle était toute douce. Ça a été un très, très beau souvenir. Et comment s'est passé justement l'après, le postpartum? Est-ce qu'il était aussi doux? Le postpartum n'a pas été aussi doux. Hem, le retour à la maison, j'ai vite senti que j'avais des coups de cafard le soir. Ouais. J'avais pas mal de coups de cafard du fait d'être loin aussi de mes proches. Heu, J'avais toujours vers 19 heures et cetera, je sentais que j'avais un petit coup de cafard et alors par contre, avec notre fille, ça allait super, elle était adorable, elle dormait, l'allaitement se passait très bien, j'en étais très contente. Mais j'avais ce petit truc et je m'ennuyais profondément, je vais te dire. Je m'ennuyais profondément parce que, je pouvais pas trop bouger. Ouais. Dès que je me mettais debout, je sentais que ça allait pas. Alors, j'avais lu le Mois d'or, hein, je sais qu'aujourd'hui je le sais encore plus, mais c'est vrai que ce premier mois après la naissance, de rester calme, de les rester allongés, c'est important physiologiquement, c'est important pour récupérer, et cetera. Ça veut pas dire que c'est facile à vivre parce que moi, Oui. je l'ai pas très bien vécu. Je m'ennuyais, il Ouais. faisait très beau, ma fille, elle est née fin juin. J'avais qu'une envie, c'était d'aller prendre l'air, et cetera. Mais là, je pouvais pas parce que même d'aller jusqu'au bout de mon jardin, physiquement, je sentais que c'était pas possible. J'avais Ouais. une poussée très longue, donc il y avait eu quand Mmh. même des conséquences. J'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu d'épisio, j'ai pas eu tout ça. C'était intact, mais quand même, ça a fait un bel hématome. Enfin voilà, ça a été quand même, physiquement, lourd. Ouais. Je sentais vraiment que je tenais pas beaucoup debout, quoi. Ouais. Hem, donc il y a eu un peu d'ennui et l'ennui, bah, ça joue un peu sur le moral, Bien quand même. sûr, bien sûr. Voilà. Au bout d'un mois et demi, il y a eu un petit regain d'énergie puisqu'on a pu enfin, prendre la route et aller, présenter notre fille à nos familles. Donc ça a été des moments, super. Ouais. Ça a été des moments magiques. De toute façon, je pense que physiquement, j'aurais pas pu, faire avant de la route. Ouais, Clairement, bien physiquement, sûr. c'était pas possible pour moi de bouger. Mmh. Mais là, quand on est arrivé 1 mois et demi après sa naissance, là, je me sentais, beaucoup plus en forme. Donc ça a été super. Là, il y a eu quelques mois très bien et en fait, à partir des 6 mois de ma fille, je suis, tombée dans une dépression du postpartum, D'accord. comme, beaucoup de femmes, on le Ouais. sait. Mmh. C'est un petit peu la roulette russe. J'ai Mmh. pourtant un mari qui est très présent, heu, mais en fait, c'est pas ça qui fait que, c'est que des fois, c'est comme ça. Heu, Ouais. Ça, c'est quelque chose que je dis toujours aux femmes que j'accompagne, mais en fait, c'est pas spécialement, le contexte qui fait que. La dépression du postpartum, pour le coup, ça peut, tomber sur n'importe qui. On ne sait pas pourquoi. Il peut y avoir, voilà, c'est comme ça. C'est juste qu'un jour, c'est trop. Et moi, je pense que peut-être j'ai eu une claque de cette, réalité d'après-naissance, d'être toujours collée avec cette petite contre moi je pense que ça tient aussi du fait qu'il y avait pas beaucoup d'équilibre. J'étais maman.
maman, Ouais. maman, H24, H24. Il se trouve qu'en plus, à ce moment-là, j'emmenais ma fille avec moi au travail parce que j'étais du coup à l'école de sophro et à côté de ça, j'étais nounou dans une famille. J'avais pris ce travail pour pouvoir à la fois être à fond dans ma formation et puis gagner quand même un peu ma vie. Donc en tout Ouais. cas, j'avais ce travail-là qui était super et qui m'a permis d'avoir ma fille avec moi. Mais ce qui fait que la première année de sa vie, je l'ai eue avec moi H24, quoi. Ouais. Et ça, je pense que ça a été trop pour moi. Ça a été aussi un décalage avec ce que j'imaginais, puisque moi, je m'étais imaginé que cette année où je m'occuperais de ma fille, que j'allais adorer ça. Ouais. C'est marrant parce que des fois, tu sais, on a cette image de la mère qu'on serait et il y a complètement un décalage avec la mère Bah qu'on est oui. en réalité et Mmh. des fois, ça nous fait un choc, on se dit, on s'en veut quoi, tu vois? Moi, j'avais cette culpabilité de me dire: «Mais non, en fait, j'ai envie de faire autre chose, quoi. En fait, j'ai envie de Ouais. faire autre chose, j'en peux plus, j'ai besoin d'aller sortir, de respirer, de sortir ailleurs, de voir du monde» et on a beau le savoir, on a beau le lire, on a beau en entendre sur des podcasts, on a beau la réalité, elle est tellement plus intense Ouais. que, je pense qu'il y a eu cet atterrissage un peu violent. Mmh. Heu, donc voilà, ça a participé à ça et on a très vite décidé de rentrer chez nous. De toute façon, ça, c'était un projet. Quand on s'est rencontrés avec Rémi, je lui avais dit: «De toute façon, moi, je suis très chauvine, je te préviens, je viens à Lyon, mais un jour, on retournera en Normandie parce que Ouais. moi, c'est la mer, c'est ma famille, c'est mes racines. J'ai vraiment besoin de ça». Donc là aussi, on s'est dit que ça ne pouvait être que bien si Ouais. on C'était le si on moment. retrouvait, voilà, c'est le moment Mmh. et de fait, une fois qu'on est rentrés, ça a changé. On avait du relais, Ouais. on avait nos proches, on a pu retrouver un équilibre et moi, évidemment, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Ça m'a beaucoup aidée, ce que je retiens quand même de tout ça, on en reparlera encore une fois, mais le postpartum, c'est un sujet qui tient une place principale dans mon travail. Hem, Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on a beau savoir qu'on fait une dépression du postpartum parce que je le savais pertinemment, hein. Je savais que j'étais en train de faire une dépression du postpartum, je m'en rendais compte vraiment. Ouais. Alors que je le savais moi-même, il y avait personne pour me tenir par la main et pour, m'aider à aller mieux. Et oui. C'est-à-dire que, les proches déjà sont pas du tout aptes à accueillir ça. Ils savent pas Mmh. quoi en faire de ça. C'est, «Bah, d'accord, ça va pas, mais je sais pas, va respirer, va faire une balade», ils sont pas du tout armés. L'entourage, la famille n'est pas du tout armée pour, savoir quoi faire. Moi, il y a eu des fois, j'étais dans des tels états, j'ai dit à mon mari: «Si un jour tu me renvoies dans un état comme ça, tu m'emmènes aux urgences, psychiatriques. Tu Ouais. m'emmènes, tout de suite voir quelqu'un, tu peux pas, on peut pas». Hem, j'ai crié ça à des sages-femmes et j'ai dû m'effondrer un jour dans le cabinet d'une sage-femme, parce qu'elle avait regardé si mon périnée était OK, elle avait regardé, voilà, mais elle m'a jamais demandé comment j'allais. Elle m'a jamais demandé comment Ouais. j'allais. Il a fallu que je m'écroule en larmes à la fin pour qu'elle me dise: «Ah d'accord, donc ça va pas» et cetera. Bon, Ouais. heu voilà, jamais personne, n'a demandé comment j'allais dans le corps médical et ça, je trouve ça quand même, c'est terrible. Parce qu'on Mmh. espère quand on va voir ces professionnels de la santé qu'on aura peut-être au moins, Une main tendue. l'oreille attentive Mmh. quoi, sans avoir besoin de s'écrouler parce que des fois, il faut prendre son courage à 2 mains aussi pour dire: «Alors, par contre, excusez-moi, mais je vais pas très bien». Ouais. C'est hyper difficile de faire le premier pas, d'oser le dire, je trouve. Ouais. Bon là, de toute façon, moi, à ce moment-là, je tenais plus. Ça ça s'est sorti tout seul. Hem, j'ai pu voir une psy. J'ai pas du tout accroché. Ouais. C'était sans échange. Celle que j'ai vue, en tout cas, j'ai pas aimé. Je parlais, j'avais pas de retour et des fois, j'avais des silences pesants et longs entre Ouais. chacune de mes paroles. Mmh. J'ai pas du tout apprécié. Hem, à ce moment-là, la sophrologie, j'étais pas capable de l'utiliser parce que la sophrologie, pour soi-même, il manque quand même quelque chose d'important, c'est tout cet accompagnement, cet encadrement. Heu, je moi, je fais des séances pour moi, Bien sûr, heu, ouais. Mmh. je connais et cetera, mais quand même une partie qui est très importante, c'est ce temps d'écoute. Je vais pas me parler à moi-même, m'écouter par moi-même, tu comprends? Il y a quand Bah, même bien cette forme de sûr. thérapie où il y a une personne en face de toi qui est neutre et qui t'écoute et qui est là pour accueillir avec bienveillance tes propos. Donc moi, à ce moment-là, la sophrologie,
J'avais personne, il me manquait ça. Ouais. Donc à ce moment-là, elle était partie loin et puis moi toute seule dans l'état dans lequel j'étais pas capable C'était de pas le faire plus moment. que ça. Ouais. C'était Mmh. pas du tout le moment. Mmh. Ouais, voilà. Alors justement, quand est-ce que tu es rentrée, enfin, tu as terminé justement cette formation de sophrologie Ouais, et quand est-ce que tu as vraiment commencé à exercer pour pouvoir, dans la continuité de ce que tu viens de nous dire, ouais. commencer à nous expliquer aussi concrètement en quoi consiste la sophrologie? Comme ça, on sera encore plus à même de comprendre ce que tu décris avec ce temps Ouais, d'écoute, bien sûr. Alors, bah, du coup, la sophrologie, moi, j'ai fait une école de sophrologie caïcédienne. Avant, j'étais, décoratrice d'intérieur, tu vois? Je travaillais pas du tout dans ce domaine-là et ouais, puis, je fais partie des nombreuses personnes qui, pendant le covid, la pause a permis une petite introspection et moi, je me suis, vite rendu compte que je pouvais plus évoluer dans ce milieu-là. C'était ouais, pas du tout, épanouissant pour moi. J'avais déjà fait de la sophrologie, moi en tant que cliente, hem et j'avais trouvé ça magique. J'avais trouvé ça magique, j'avais trouvé ça d'une efficacité incroyable. J'en étais revenue, j'étais, sciée quoi. J'y étais allée pour, des petites angoisses, des petites insomnies, ça a été radical ouais, et j'en parlais beaucoup autour de moi et en fait, j'avais cette petite voix qui me disait: «Mais en fait, arrête d'en parler, lance-toi quoi, apprends ça» et tu sais, je crois beaucoup à ça moi dans ma vie, c'est, tu as un chemin, tu vois, qui t'attend et à partir du moment où tu l'as trouvé, toutes les portes s'ouvrent. Tu vois ce bien que je veux sûr. dire? Ah C'est un oui, peu comme, tu sais, je sais pas, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai joué beaucoup à des jeux en ligne où tu sais, tu as une map et puis quand tu ouais, avances, la map se découvre et cetera et moi, j'ai beaucoup ça dans ma vie. J'ai l'impression qu'à partir du moment où je suis sur le bon chemin, pouf, 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 tout s'ouvre et tout roule. ouais, Et ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été ça pour moi à partir du moment où je me suis dit: «Bah, en fait, je laisse tout tomber et je pars en sophro». Ça a été ça et par contre, je me suis dit: «Il faut que je trouve une école de qualité». Parce qu'en sophrologie, il existe un petit peu tout et n'importe quoi. Enfin, heu, je dis ça ah parce qu'il existe des écoles oui. de sophrologie en 6 mois. Oui, En voilà, 6 c'est ça. mois, La formation est courte, c'est ça que tu veux dire et qui des n'est pas formations adaptée, courtes, ouais, c'est pas moi je voulais vraiment quelque chose de solide et pourquoi j'ai choisi du coup la sophrologie caïcédienne? En fait, la sophrologie caïcédienne, ce n'est pas une branche de la sophrologie, c'est la sophrologie originelle, oui, qui porte le nom du créateur de la sophrologie, qui s'appelle, Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre et professeur de psychiatrie. Hem Et donc c'est une formation que j'ai fait en 2 ans. Il y a une troisième année, qu'on peut faire en plus. Moi, en gros, c'était à la fin, soit je faisais cette troisième année, pour aller jusqu'au master et là, ouais, c'est plus pour devenir enseignant ou, un développement personnel, plus important. En 2 ans, on est déjà sophrologue, hein, d'accord? ouais, Ou soit je me lançais dans une spécialisation et moi, ma route m'emmenait dans les spécialisations. oui, On y reviendra. Mais pour déjà aborder ce qu'est vraiment la sophrologie, c'est déjà une méthode qui est non tactile, qui est seulement verbale, qu'on pratique en majorité en posture assise. Il n'y a pas de petite musique, il n'y a pas de dansant, il n'y a pas de pénombre. Voilà, ouais, euh, c'est une méthode qui va combiner des techniques de respiration, de visualisation, de relaxation musculaire et des mouvements en fait pour venir affiner nos perceptions corporelles et avoir un impact volontaire sur notre plasticité neuronale. Alors, mmh, c'est un terme qui est méconnu, mais très important. Et là, en fait, je me suis permis de noter un petit texte qui explique pour moi très très bien ce qu'est la plasticité neuronale, qui vient d'un livre qui s'appelle Le pouvoir de manifestation oui, d'Alice Bernstein, que j'aime énormément. Et j'ai été obligée de le surligner, ce passage, parce que je trouve qu'il explique très bien ce qu'est la plasticité neuronale, et je vais te le lire. oui, vas-y. Je trouve qu'il est très éloquent. Très souvent, nos difficultés dépendent précisément du fait que nous nous sommes incapables d'évaluer objectivement la réalité qui nous entoure. Et donc, même des tâches qui seraient normalement parfaitement accessibles nous semblent impossibles. Automatiquement en proie à nos préjugés, nous lisons la réalité de manière négative et c'est donc ce que nous attirons. Heureusement pour nous, une des caractéristiques principales de notre cerveau est qu'il est plastique. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est plus une théorie, c'est un simple état de fait. Nous savons avec certitude que nous pouvons considérer comme acquise. Notre cerveau n'est pas un élément stable. Il grandit, se transforme et évolue en permanence. Nous avons le pouvoir de modifier son fonctionnement de manière sensible.
Voilà ce que c'est, la Mmh. plasticité neuronale. Notre cerveau, il est modulable en permanence, on a une action dessus. Notre corps et notre esprit, il faut savoir qu'ils sont intrinsèquement liés. Notre esprit peut agir sur la structure de notre cerveau. Heu et ce qu'on va essayer de faire en sophrologie, c'est de chercher à recréer une harmonie entre les 2 pour justement trouver un bien-être général. Hem, je vais te donner des exemples. Parfois en Ouais. sophrologie, on vient avec un corps qui va mal. Par exemple, des personnes qui viennent avec des douleurs chroniques, bah, souvent on se rend compte que ces douleurs chroniques sont en fait une alerte du corps. Parce qu'en fait derrière, il y a une souffrance morale, psychique à sortir et quand on accumule ou qu'on garde trop d'émotions négatives, qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les aide pas à sortir, elles s'installent, elles épuisent notre organisme en fait et c'est là que, heu, notre corps va prendre le relais si on n'écoute pas ses émotions et s'exprimer par la douleur, par les tensions. Et c'est justement parce que, tu vois, on va rétablir cette connexion, qu'on va écouter ce qui nous tourmente, qu'on va relâcher, libérer cette douleur. Ouais. Hem, il y a, parfois des personnes qui viennent au contraire parce que c'est leur esprit qui va mal. Elles viennent parce qu'elles ont peut-être des troubles dépressifs, un état anxieux ou une tristesse. Hem, et nous, ce qu'on fait, comment on travaille ça en sophrologie, c'est qu'on apprend justement à identifier, à accepter, à gérer ses émotions sans les réprimer. C'est très Oui. important. Il faut bien Mmh. comprendre que chaque émotion, elle est saine, même les émotions négatives. Une colère, c'est sain, une colère, parce que c'est le message que, quelqu'un nous a pas respecté, que nos limites ont été dépassées. Si on n'avait pas ce filtre-là, on est des grosses victimes quand même, tu vois ce Bien que je veux sûr, dire? bien sûr. Une tristesse, c'est sain. Un deuil, c'est, le manque, c'est l'amour. Ce qui n'est pas sain, c'est de refouler ses émotions. Il y a beaucoup d'anciens, tu as dû entendre ça toi aussi, beaucoup d'anciens qui disent: «Ah, faut pas s'écouter». Mais ça, c'est la Bien sûr, pire chose à oui, faire de pas oui. s'écouter. Je fais ma réac, mais ne pas s'autoriser à pleurer, Mmh. ne pas s'autoriser enfin, ravaler sa colère, ça règle pas le problème. Ça, il faut bien C'est qu'on ça. se le dise une bonne fois pour toutes, ça l'enfouit. Une Ouais, émotion enfouie, en fait, elle existe encore. Elle est pas classée. Notre esprit, notre corps l'a pas classée, elle est là et en fait, ça grignote, ça grignote. bien sûr. Notre corps et notre esprit, ils ont vraiment besoin pour classer ces émotions, qu'elles soient exprimées, qu'on comprenne leur message. On doit les évacuer entièrement pour passer à autre chose. Sinon, toutes ces choses négatives, on les somatise. On somatise du négatif, ça reste en nous et on se retrouve avec des casseroles. Et Mmh. donc voilà, euh, ce qu'on ce qu'on fait un petit peu en sophrologie. Et On peut-être dit beaucoup. précisément aussi avec ce que tu parlais aussi de la méthode, parce que tu disais que tu étais spécialisée en périnatalité, alors il y a une méthode Oui, particulière, PALMA, c'est ça? ouais, la méthode PALMA. Ouais, ouais. La méthode PALMA que j'ai choisie parce que elle a été justement développée à partir de la sophrologie caïcédienne par une sophrologue caïcédienne et elle a développé sa méthode sur le terrain. C'est-à-dire qu'elle, quand elle a décidé de développer cette méthode, parce qu'en fait, en sophrologie, jusque-là, on trouve quelquefois des formations en prénatal, c'est-à-dire préparation pour la naissance, mais c'est tout. Alors que le domaine de la périnatalité, c'est très très large. Et moi, c'est ce que je voulais. Euh, Là, sa méthode, la méthode PALMA, elle a Ouais, été vraiment construite avec des femmes et des mères, développée sur le terrain en fonction des besoins, en fonction des résultats aussi, tu vois. C'est une technique qu'elle a testée, euh, éprouvée sur le terrain. Euh, Là, la méthode PALMA, c'est vraiment la périnité dans son entièreté. Par exemple, on est d'accord qu'on commence à être mère, nous, c'est dès que le désir d'enfant se fait ressentir. bien sûr. Dès que le désir d'enfant se fait ressentir, là, il y a quelque chose qui se passe. Euh, Nous, ça va commencer du parcours de PMA, par exemple, ou du Oui, désir de grossesse. On va avoir des protocoles adaptés justement pour accompagner toute la période périnatale. Donc oui, je disais parcours PMA. Par exemple, je te donne des exemples. Une personne qui vit ce projet-là, euh, elle va avoir besoin de vivre son corps de manière positive. mmh, Elle va avoir besoin d'être soutenue émotionnellement. Peut-être des exercices de neutralisation émotionnelle aussi, parce que ça peut être difficile à vivre. On peut ressentir beaucoup de culpabilité. C'est aussi se préparer mentalement et activement aux interventions. Tu vois, oui,
se préparer pour ne pas les subir et avoir le sentiment d'être active dans ces interventions, dans tous ces protocoles. Voilà, Ouais, que d'être dedans, de pas laisser la médecine faire, mais voilà, d'être complètement active. Hem, il y a aussi des femmes qui ont des désirs de grossesse, mais qui sont un peu tachées d'angoisse, par exemple, suite à des grossesses, difficiles, des accouchements traumatiques, des dépressions, du postpartum, qui disent: «J'aimerais beaucoup, avoir un deuxième enfant, mais ma précédente expérience a été, négative et a laissé des traces», tu vois? Et elles ont besoin d'aide pour passer à autre chose et pour envisager la suite positivement. ouais, Heu, Tout à l'heure, je parlais d'accouchement traumatique aussi. Il y a des femmes qui viennent aussi en sophrologie, périnatale pour ça, pour renforcer les souvenirs positifs de la naissance. Parce qu'il y en a toujours, forcément. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Il y a toujours des souvenirs positifs qui ressortent. Il y a aussi un grand besoin de libération émotionnelle, tu vois? De dire les choses, de faire sortir tout ce qu'on a de colère, de tristesse, de mauvaises choses. Il faut évacuer tout ça, comme je te disais tout à l'heure, ne pas garder. oui, Heu, il y a aussi, pendant la grossesse, tout ce qui peut être difficulté, les maux de la grossesse. Tu vois, on a des protocoles aussi pour aider à mieux vivre avec les migraines, les nausées, les pubalgies, les troubles du sommeil, l'anxiété aussi. Des fois, la grossesse révèle un état anxieux, on s'inquiète de tout ce qu'on mange, de toutes les personnes qui nous entourent, on s'inquiète de tout. Hem, Ça va être aussi pendant la grossesse de, parfois se connecter à son bébé. Parfois, il y a des femmes qui ont un petit peu de mal à se connecter, à accepter cette grossesse, à se rendre compte qu'elles sont vraiment enceintes, ça leur paraît incroyable. Hem, heu, Là, on fait beaucoup de dialogue fœtal, par exemple. En oui, sophrologie, on fait beaucoup de dialogue fœtal heu, pour prendre contact avec notre bébé. Hem, Après, il y a évidemment aussi en sophrologie périnatale tout ce qui est, l'entraînement pour la naissance. Donc là, j'essaye de pas trop dire préparation à la naissance parce que je trouve que ça résonne trop comme les sages-femmes et je oui, sais que ça peut faire peur au corps médical de se dire: «Ah bah super, mmh, elle va faire, de la prépa». Moi, non, 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 je fais pas du tout de prépa à la naissance. Je peux même pas encadrer des femmes qui ne sont pas suivies, par des sages-femmes. Je ne fais pas de préparation à la naissance. Moi, ce que je fais, c'est du plus. C'est-à-dire que c'est des femmes qui vont aller, faire des préparations à naissance classiques chez leur sage-femme. On donne pas du tout les mêmes infos. Moi, je n'ai pas de connaissances médicales. oui, Hem, Moi, les entraînements à la naissance, ça va être, des outils efficaces de gestion de la douleur et des techniques aussi qui vont favoriser la physiologie de la naissance. Heu, Autant en voix basse qu'en voix haute, donc en césarienne. Tu vois, ça, c'est des femmes qui savent qu'ils vont vivre une césarienne, soit par choix, soit parce que, elles n'ont pas le choix justement. Mais souvent hem, les femmes pour qui une césarienne s'impose, n'ont pas de préparation pour ça. C'est pourtant une intervention qui est un peu lourde, qui peut être angoissante aussi. Donc, c'est très important aussi de s'y préparer, d'avoir des outils pour bien le vivre. Hem, Tout à l'heure, je te parlais du coup de la naissance, voix basse. On va utiliser des outils, pour savoir débrancher son néocortex. Donc c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui est, moderne, hem, au profit de notre cerveau archaïque pour se mettre dans notre bulle. Le but, ça va être d'apprendre aux femmes qui arrivent, le jour J à se mettre vraiment dans leur bulle et pour se mettre dans notre bulle, il faut débrancher notre cerveau moderne, notre cerveau qui réfléchit, qui analyse et cetera. Il faut devenir une femme, instinctive, animale, ouais, hem, pour sécréter un maximum d'ocytocine. Tout simplement parce que les femmes qui accouchent, elles ont besoin de sécréter de l'ocytocine. Ça, c'est le moteur pour toutes celles qui ont lu, et je le fais lire à toutes les femmes que j'accompagne, La naissance en BD de Lucille Gomez. Heu, Elle nous fait un cours magistral sur l'ocytocine, quoi, qui est vraiment, selon ses termes, totalement, mmh, Heu, c'est, heu, c'est l'essence de notre moteur. Notre moteur qui est notre utérus a besoin d'ocytocine. C'est comme l'essence, son carburant quoi, pour le faire marcher. Plus on est gavé d'ocytocine, plus on arrive et qu'on va avoir des contractions efficaces. Hem Et puis évidemment, on sait qu'aussi, plus on produit d'ocytocine naturellement, plus on produit d'endorphines. Les endorphines, il faut savoir que c'est une morphine naturelle, donc évidemment, très important d'aller à la naissance et puis d'être capable, d'avoir des techniques qui favorisent tout ça, ce cocktail hormonal magique qui nous permet, une naissance plus douce et plus facile. On va aussi utiliser des techniques, pour favoriser la dilatation du col,
notamment avec, hem, la notion de bouche molle, col mou aussi qui est Oui, assez, connue maintenant, que oui, tu oui, connais, oui. sans Oui, doute. oui, oui. Voilà, donc en fait ça, on part du principe qu'on sait aujourd'hui que nos sphincters, on part de d'ailleurs c'est tout à l'heure j'en parlais, c'est Ina May Gaskin qui a fait cette découverte, hem quand on est à l'état embryonnaire, en fait, en cette forme de petite virgule qui s'ouvre et en fait, on se rend compte que les cellules du sphincter génitaux et des sphincters de la gorge sont issus des mêmes cellules. Et donc, quand on est plus grand, adulte, etc., c'est des deux parties de notre corps qui sont encore reliées. Donc, en fait, quand on arrive à débloquer, à relaxer sa gorge, sa mâchoire, on relâche aussi les sphincters génitaux. Et on va venir travailler là-dessus parce que des fois, ressentir et être conscient de tout ce qui est sphincter génitaux, c'est pas évident de ressentir. On n'a pas l'habitude d'être attentif alors qu'on sent notre gorge, on sent notre mâchoire, c'est une partie de notre corps euh, qui est beaucoup plus présente dans notre conscience. Donc, on va utiliser cette particularité de notre corps aussi pour favoriser la dilatation du col. On va aussi faire beaucoup de visualisation en sophrologie. Ouais. L'importance de la visualisation, c'est qu'en fait, il faut savoir que le cerveau, il fait pas bien la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il visualise. Euh, Avec de l'entraînement, le cerveau, euh, il perçoit tous les éléments. En fait, si tu veux, la visualisation, je vais te donner Ouais. un exemple. Un exemple qui a été fait avec des sportifs, Ouais. qui a démontré, en séparant en plusieurs groupes, il y a un premier groupe qui a soulevé des poids pendant une semaine en entraînant quelques muscles. Mmh. Un autre groupe qui n'a fait que de faire, que de visualiser, pardon, de se visualiser en train de soulever des poids. Quand je dis visualiser, c'est dans un contexte encadré, soit dans un état méditatif, hypnotique ou sophrologique. Euh, le groupe qui a soulevé des poids a connu une croissance musculaire de 50% et le groupe qui a seulement imaginé soulever des poids a connu une croissance de 13 à 30% quand même. C'est quand même Mmh. incroyable. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que notre cerveau, quand on est en phase de visualisation, il installe ce qu'il a visualisé comme une réalité vécue. Il active les mêmes zones du cerveau. Donc, Mmh. utiliser la visualisation pour la naissance, ça veut dire qu'on va installer une espèce de familiarité avec le moment. On va l'anticiper de manière positive. Le cerveau, il l'imprime comme une réalité qu'il a déjà vécue. On va arriver le jour J, on va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise, puisque notre cerveau, pour lui, c'est comme si on l'avait déjà fait, comme si on l'avait déjà vécu. Ah bah oui, là j'arrive à la mater, ah bah oui, là on va me faire ça, ah bah oui, là je vais poser la péri ou pas, là où je vais faire ça. C'est des éléments, en visualisation, on visualise évidemment ce qu'on a envie. Ouais. La sophrologie, c'est pas une méthode suggestive. Tu vois, ça reste très Ouais. neutre. C'est la personne qui va imaginer ce qu'elle a besoin d'imaginer. Euh, c'est en hypnose, c'est plus suggéré. Par exemple, Ouais. on va dire imaginer tel paysage, telle chose. Nous, en sophrologie, on va dire imaginer un endroit où tu es bien. Tu Mmh. vois, on va dire imagine la mer, imagine machin. Et c'est comme ça pour tout. Donc en fait, c'est important puisque du coup, ce qui va ressortir pour la personne, c'est les choses dont elle a besoin. Elle va aller visualiser les choses comme elles viennent parce que c'est comme ça qu'elle va bien les sentir. Et sur tous Euh, les publics, je poursuis en fait Léna, effectivement, là tu parles on parlait des femmes enceintes, on parlait ouais, en tout cas ouais, de mais sur tous les publics puisque tu, exerces aussi auprès, des enfants, des bébés? ouais. Donc ça fonctionne aussi, je veux dire, Ah ouais, pour n'importe absolument. quelle tranche d'âge, si je puis dire? Ouais, absolument. La visualisation, ça marche pour tout le monde. Dans le cas des enfants, j'ai un exemple magnifique avec une petite fille qui est très, très angoissée, à l'idée d'aller dormir chez des copains et des copines, tu vois? Ils sont venus me voir pour ça parce que ça l'empêchait de vivre correctement ces expériences-là, tu vois? Elle avait envie d'y aller, mais peur à la fois, tu vois? On a fait des visualisations, des futurisations, où en fait, on va aller se projeter dans ce moment à venir qui est un petit peu angoissant. Mais on va aller l'imaginer en train de bien se passer, en train de s'éclater, etc. Et en fait, bah, c'est miraculeux parce que on approche de ce moment-là et c'est comme si on l'avait déjà vécu, c'est comme si on l'avait déjà fait. J'ai beaucoup fait ça, moi, en préparation à naissance, moi, avant de connaître toute la méthode PALMA. La visualisation, se préparer à un événement angoissant, c'est quelque chose en sophrologie générale, de toute façon, qu'on fait beaucoup. Et moi, je l'avais beaucoup fait. Et, euh, et de fait, ouais, quand on arrive sur place, c'est comme si on suivait, comme si on savait comment ça allait se passer, quoi. On se laisse porter.
Ouais. Alors justement aussi, je poursuis Léna parce que justement je parlais de ces différents publics aussi que tu accompagnais et quand Ouais, je parle de la là on vraiment sur la sophrologie, tu accompagnes aussi les enfants. Je sais que tu interviens dans les écoles. Je oui, pense que ça peut être très intéressant aussi de pouvoir en dire 2 mots pour, l certes les parents qui vont pouvoir nous écouter, mais aussi les professionnels qui vont nous écouter. ouais, bien sûr. Hem, donc évidemment, donc j'accompagne aussi des enfants, que ce soit en séance individuelle, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Je propose aussi des duos fratries, hem, des séances de groupe parents-enfants et puis, depuis quelque temps aussi, j'interviens dans les écoles. Selon les besoins, on peut aborder des thèmes tels que, bah, l'anxiété. Alors aujourd'hui, je constate que beaucoup d'enfants sont conscients d'être anxieux. Ils savent le dire. Ils savent le dire: «Moi, je suis anxieux». J'ai toujours, ils font la différence entre peur et angoisse. Tu vois? Je leur dis: «Bah, voilà, la peur, c'est, peur de quelque chose en particulier. L'angoisse, c'est un état où tu te dis: "Là, j'ai toujours un peu peur, je suis toujours un peu stressé, toujours"». Les enfants, il y en a beaucoup qui sont conscients d'avoir cet état anxieux. Oui. Donc on peut travailler, voilà, l'anxiété, on peut travailler, sur sa timidité, donc sur ses peurs, ses angoisses, des problèmes de concentration aussi, problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Ouais. Voilà, donc ça marche très, très bien avec les enfants. Les enfants, des fois, il y a des parents qui sont un petit peu, gênés en séance. Souvent la première séance, je propose aux parents de rester pour que l'enfant soit plus à l'aise. Ça reste au choix, mais souvent la première séance, tu restes. Et, Ouais. heu et des fois, il y en a qui sont un petit peu déroutés parce qu'ils voient leurs enfants qui a du mal à rester allongés, les yeux fermés, qui bougent et cetera. Mais en fait, les enfants, c'est pas comme nous. Ils ont pas besoin d'avoir les yeux fermés, de se concentrer pour être dans l'imaginaire, hem, pour être dans leur bulle. Ils peuvent être complètement les yeux ouverts et puis bouger, mais suivre l'histoire que je leur raconte, suivre et ça va être efficace. Ça va être, tout aussi efficace avec les enfants. Ça marche très, très Mmh. bien. Alors peut-être encore une fois pour poursuivre aussi tout cet accompagnement qui est quand même extrêmement large aussi que tu proposes. Ouais, Récemment en tout cas, bon là, au moment où sera diffusé l'épisode, ça fera un petit peu plus, un petit bout de ouais, temps en tout cas, mais tu es passée aussi, à la maison des maternelles pour, parler de l'équisophrologie à ouais, destination des femmes enceintes. ouais. Tu peux justement nous décrire un petit peu en quoi, ça consiste puisque c'est réellement en tout cas novateur en France? Ouais, et bah, j'ai eu la chance d'être présentée à Victoire qui est équithérapeute. On a des amis en commun et de fait, on s'est tout de suite très bien entendus. On a vraiment une façon de voir les choses, une façon de travailler, en commun. On a d'abord commencé toutes les 2 à mettre en commun nos pratiques, pour les enfants. On a d'abord fait de l'équisophrologie auprès d'enfants, rapidement, j'ai proposé à Victoire de préparer des séances adaptées aux femmes justement en postpartum. En en utilisant un postpartum large, c'est-à-dire, d'ouvrir les séances aux mamans qui ont des enfants jusqu'à 3 ans. Donc vraiment des mamans de tout petits, mais de venir chercher dans ces séances. Alors ça dure 2 heures et demie. On est en Oui. plein air. Hem, on va mélanger des temps de sophrologie et d'équithérapie. Avec la sophrologie, on va essayer de faire des exercices pour vivre son corps de manière positive. Parce Ouais. qu'après la naissance, des fois, notre corps, on a du mal. Il a changé, il a été douloureux. Là, c'est de reconnecter notre corps au plaisir, au bien-être, trouver du relâchement aussi, vivre l'instant présent, de la déconnexion du quotidien. Et avec l'équithérapie, en fait, on va être vraiment confronté à nous-mêmes, à nos mécanismes, parce qu'on a en face de nous des animaux qui sont pas, raisonnables dans le sens où ils peuvent pas être raisonnés, c'est des animaux. Ils vont donc nous obliger à lâcher prise. On va être obligé parfois de s'adapter. Bah, lui, il a envie d'aller à droite. Bon, nous, on avait envie d'aller à gauche. Maintenant, on se rend compte qu'on va être obligé d'aller à droite et puis c'est pas si grave. Hem et c'est des animaux aussi qui vont nous amener à lâcher des émotions parce que mine de rien, ils sont extrêmement sensibles. C'est des vraies éponges et ces animaux-là, les chevaux, c'est vraiment le miroir de notre état émotionnel. Si on arrive qu'on est complètement excité, les chevaux, ils vont être agités. Et puis tout d'un coup, si on est tout calme et détendu, bah, les animaux, puis ils vont fermer les yeux. Bien, Ils vont ouais. se calmer. Mmh. J'ai découvert moi en même temps, j'étais pas du tout, familière avec le milieu équin et j'ai vraiment découvert ça en travaillant avec Victoire et c'est assez bluffant et on est très contente
d'avoir monté ces ateliers parce qu'on se rend compte que ça marche vraiment bien, ça se mixe très, très bien les 2. Ouais, Hem, non, bah, voilà ce que je voulais dire super. là-dessus et donc on a eu l'honneur de passer, d'être contacté par la maison d'aide maternelle et d'avoir un sujet sur ça Dédié. donc Ouais, à c'est dédier. super. Ouais, 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 C'est non, ça, mais c'est très ça. contente. C'est super en tout cas et c'était important, c'est vrai quand tu me l'as décrit, que l'on puisse en tout cas toucher 2 mots là-dessus, Ouais, aussi et encore comme je l'ai dit, au moment où cet épisode sera diffusé, il y aura quand même du temps qui sera écoulé aussi et on pourra en tout cas voir aussi encore plus peut-être l'essor dans cet accompagnement que vous proposez. ouais, Peut-être encore, tout en prolongeant tout cet accompagnement que tu ouais, proposes. Alors là, on n'est plus sur un accompagnement, mais en tout cas sur, peut-être une cause de cœur, en tout cas qui te tient à cœur. Tu m'avais parlé d'une association, pour laquelle dans laquelle tu œuvres, Super mmh, Maman. Je la oui, trouve vraiment très pertinente. J'ai été voir, effectivement, son essence et je trouve ça ouais, important que tu puisses, bah, nous dire un petit peu l'essence de cette association et l'importance surtout, de ouais. ces actions. Super Maman, c'est pareil, c'est tombé, du ciel comme ça quand je suis arrivée dans la Manche. J'avais envie de m'engager déjà, pour le postpartum. J'étais pas encore partie dans cette formation, cette spécialisation et cetera, mais c'était déjà un sujet important pour moi de par mon vécu et hem et c'est vraiment tombé du ciel. Hem, je suis tombée sur cet asso qui recherchait une nouvelle maman contact dans la Manche. Alors, pour l'association Super Maman, les mamans contact sont les personnes qui accueillent les nouveaux bénévoles, accueillent les nouvelles mamans qui veulent, participer et qui les mettent en relation. En fait, Super Maman, le but, c'est que, heu, les bénévoles cuisinent des repas faits maison et les apportent, les livrent aux mamans qui viennent d'avoir des bébés. Ouais, Heu, Ça permet aux jeunes mamans qui des fois, au moment où le conjoint repart travailler, d'avoir des repas chauds, une personne qui passe à la maison. Souvent ça s'arrête pas là, la plupart du temps on propose: «Est-ce que tu veux que je t'étende une machine? Veux-tu que je te passe un petit coup de balai? Est-ce que tu veux que je te surveille ton petit pendant que tu prends une douche?» C'est ouais. vraiment il y a une bonne ambiance. La base est vraiment, la livraison de repas, un petit repas fait maison. Mais ça va souvent plus loin. On s'impose pas, c'est très important, c'est assez strict et c'est normal parce que là, on s'adresse à un public qui est, fragile, qui est vulnérable. Heu, on s'impose pas pour manger chez les mamans. On ne s'impose pas, pour prendre le bébé dans les bras, pour lui faire des bisous. Non, 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 on reste à notre place. On vient pas donner des conseils supplémentaires, qui n'ont pas été réclamés. Les mamans, elles ont déjà leur entourage, elles ont déjà, le corps médical, qu'elles ont choisi et cetera. On est juste là pour une présence, apporter à manger et éventuellement filer un petit coup de main, si elles en ont besoin. Donc, on essaye avec le temps qu'on a chacune évidemment de faire connaître l'asso de plus en plus. On cherche toujours des bénévoles. Donc, Ouais, on n'a pas besoin d'être des grandes cuisinières, des grands cuisiniers, hein, souvent on fait des quiches, des crêpes, des tartes, bien sûr, ouais. des Ouais, gratins, ouais. les mamans elles réclament pas des choses Du extraordinaires, hein. tout, Des fois, bien sûr. juste Mmh, d'avoir un bon repas chaud à mettre au four, c'est c'est ça. une bénédiction, hein. Mmh, c'est merveilleux. Je trouvais ça important effectivement de pouvoir mettre en lumière, en tout cas toutes ces associations. Alors là, c'est Super Maman qui œuvrent aussi et qui permettent, en tout cas d'apporter un peu de chaleur dans cette période Ouais, de postpartum et puis de complètement. constituer aussi, un village, pourquoi pas, en tout cas si, la maman, se sent, Bien à sûr, même de pouvoir oui, partager et aller un petit peu plus loin, que ce dépôt de repas et je trouve ça vraiment précieux donc merci en tout cas, de pouvoir en parler. Léna, ouais. peut-être que pour terminer encore 2 questions, la sophrologie, en tout cas pour revenir sur la sophrologie, est-ce que, tu constates que, c'est une discipline qui est, assez ancrée et développée ou en tout cas qui tend à être de plus en plus développée, notamment dans les maternités, ou dans les cabinets de sages-femmes où il y a encore beaucoup de chemin à faire? Il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est Ouais, sûr. Heu, c'est malgré tout beaucoup plus, commun, la sophrologie. La plupart du temps, tout le monde en a à peu près plus ou moins entendu parler de près ou de loin. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'écoles qui intègrent la sophrologie. Hem, là où je voudrais Ce que je voudrais insister sur quelque chose quand même, c'est que pour vraiment expérimenter la sophrologie, il y a qu'un vrai sophrologue qui peut le faire. Parce que des fois, je sais qu'il y a des formations courtes, oui, qui donnent, des petites, des, mmh,
des petites astuces de sophrologie pour, je sais pas moi, des personnes du corps médical qui apprennent une petite formation d'une semaine de sophrologie. Ce n'est pas de la vraie sophrologie, d'accord? C'est des petites bases qui peuvent être très bien, je ne crache absolument pas dessus, mais pour vraiment expérimenter la sophrologie, c'est avec un vrai sophrologue parce que c'est vraiment une formation longue et complexe avec des protocoles qui sont importants à comprendre, des mécanismes, etc. Euh, Mmh. les maternités, malheureusement, sont malheureusement encore très frileuses et difficiles à aborder. Quand on est sophrologue, de mettre un pied dans une maternité, c'est encore mal vu. Le problème de la sophrologie, c'est que, quand elle a été créée, elle a pourtant été créée par des médecins, mais le nom n'a pas été déposé. Donc ce qui fait qu'il y a eu plein de branches de sophrologie qui ont éclos et qui ont un petit peu fait souffrir cette discipline. Et non, ce que je voulais dire, c'est que oui, bah, du coup, de la sophrologie en a un petit peu souffert et que du coup, le corps médical reste un petit peu frileux de toutes ces méthodes. Mais ça vaut pas que pour la sophro, ça vaut pour beaucoup d'autres. En revanche, moi, ce qu'on constate aujourd'hui avec bonheur, c'est que beaucoup de sages-femmes sont beaucoup plus ouvertes d'esprit. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs sages-femmes qui ont compris complètement l'intérêt que ça représente. Je ne fais pas le travail d'une sage-femme, c'est évident. Je ne connais rien au métier de sage-femme. Moi, je suis juste sophrologue. Ouais. Tout à l'heure, je disais, oui, ça vaut pour la sophrologie, mais ça vaut aussi pour la réflexologie, l'hypnothérapie, l'ostéopathie, etc. C'est des pratiques qui sont extrêmement utiles et indispensables pour le maintien de la santé. C'est quelque chose que je voudrais vraiment faire circuler. Le jour où la médecine traditionnelle, elle aura compris l'intérêt d'intégrer ces pratiques douces, elles pourront déjà se décharger des personnes qui y viennent parce qu'elles ont plutôt besoin d'un confort émotionnel, de vider leur sac, euh, plutôt que d'un problème physique. On verra forcément des personnes en meilleure santé parce que en bonne santé, c'est aussi une bonne santé mentale, une bonne santé émotionnelle. Quand on va bien, on Bien sûr. préserve une bonne santé physique. Il y a beaucoup de mutuelles aujourd'hui qui remboursent la sophrologie, Ouais. mais ça reste des pratiques chères qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. J'espère de tout mon cœur voir ça bientôt, que enfin toutes ces pratiques de médecine douce, de bien-être auront leur place intégrante dans la santé globale de Ouais. tout le monde. C'est très Beh, très oui, important. bien sûr. Mmh. Voilà, et puis pour parler un petit peu encore de la périnatalité, je me permets, c'est Oui, que on le dit, on le redit, mais donner beaucoup, beaucoup d'importance à la période du postpartum. Je ne peux pas en vouloir aux sages-femmes, aux gynécologues, euh, de ne pas avoir le temps et la place d'écouter les femmes qui vont pas bien, parce qu'ils ont un travail déjà colossal. Euh, Beaucoup de monde. Ils ont une responsabilité de santé physique, qui est déjà un rôle euh, très important. Enfin, ils ont déjà une responsabilité énorme là-dessus. Mais il faut que nous, nos pratiques, que ce soit l'hypnothérapie, la sophro, enfin bref, voilà, je mets tout le monde dans le même panier pour ce qui est de la médecine douce, etc. Mais il faut vraiment les intégrer. Parce que ouais. nous, on est là pour ça. Nous, Mmh. on a cette vocation, on a cette formation justement d'être là pour écouter, pour accompagner, pour quand on va pas bien. Et je sais qu'il y a des médecins généralistes et d'autres médecines comme ça, ils n'ont pas le temps d'écouter les états d'âme et on ne peut pas leur en vouloir décemment. Moi, je me suis rendu compte de ça au début. J'étais ah les sages-femmes, elle m'a pas écouté, ça allait pas bien. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que on peut pas leur en demander beaucoup plus. Ils ont un travail énorme, ils sont déjà Oui. beaucoup sous l'eau, on le sait. Mmh. Mais intégrez-nous. Nous, on est là pour ça, les psychologues, voilà, j'inclus tous les autres. On est vraiment là pour ça. Déjà, on a la vocation et en plus, on a envie de le faire et on a des techniques et on le fait très bien. Et Ouais. c'est aussi important pour Mmh. la suite parce que après, ça peut éviter tellement de choses. Ça peut éviter les dépressions du postpartum, ça peut éviter beaucoup de maladies qui sont dues au stress. L'anxiété et le stress prolongé, quoi. Voilà, Ouais. parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le stress, ça agit sur la santé. Si je prends, si tu me permets encore 5 petites Vas-y, minutes, vas-y parce Léna. que Oui, moi, bien tu sais, sûr. le stress, qu'est-ce que c'est? Euh, Au niveau physique, il y a toute une série de réactions dans le corps. Et ça libère des hormones. Par exemple, le stress, ça libère de l'adrénaline. Ça libère du cortisol qui augmente le rythme cardiaque, qui augmente la pression
artérielle, des tensions musculaires qui peuvent engendrer des tensions chroniques, des douleurs chroniques. Le stress prolongé aussi va affaiblir le système immunitaire. Il va provoquer des troubles digestifs. Il va engendrer de la fatigue, un épuisement global du système qui tourne à plein régime. Le stress est vraiment un ennemi de la santé. La sophrologie, moi je parle de la sophrologie parce qu'évidemment je suis sophrologue, mais il y a d'autres techniques. Il faut trouver la technique qui nous convient à chacun. Il y en a pour qui la sophro ce sera pas ça et c'est ok. Il y en a pour qui ce sera l'hypnothérapie, il y en a pour qui ce sera l'ostéopathie, il y en a pour qui Bien c'est le sûr. yoga. Peu importe, il C'est faut libre, trouver. ouais. Mais le stress est vraiment un ennemi de la santé publique. Euh, La sophrologie, pour ce que j'en sais, puisque moi c'est ma partie, ça aide vraiment à gérer le stress et l'anxiété, ça favorise un meilleur sommeil, l'estime de soi, la gestion des émotions. Voilà, pour moi c'est vraiment un message qui est très important de faire circuler, c'est que c'est important de savoir gérer ça, de gérer nos émotions négatives comme j'en parlais tout à l'heure, de gérer notre stress parce qu'au final c'est une question de santé. Voilà, tout Oui. simplement. C'est important en tout cas que tu puisses en tout cas rebondir, encore une fois sur ces mots. Tout est hyper intéressant et je pense que tu pourrais en parler pendant des heures, Ah mais ouais, moi je pourrais et ne pas vraiment m'arrêter. je pense que là, tu nous as donné en tout cas l'essentiel et puis surtout que tu as Ouais, semé des graines. C'était ça aussi, l'intérêt ouais, bien de sûr. pouvoir semer des graines, éveiller la curiosité et proposer sur cette fameuse palette, en tout cas, une opportunité, une possibilité, un accompagnement pour, les mamans. Donc on a bien compris qu'elles soient enceintes ou en postpartum, pour les Ouais, enfants, les bébés, enfin tout âge confondu, mais là on est vraiment ouais, plus focus sur la périnatalité. Donc voilà, je ouais, pense que vraiment, en tout cas les graines pardon, ont été semées et ouais. je te remercie vraiment beaucoup Léna. Peut-être que pour terminer, je te laisserai un mot de fin, alors un ou plusieurs messages, je ne sais pas, mais qui te tiennent Ouais. vraiment à cœur, à destination des mamans qui nous écoutent particulièrement. Ne jamais se croire nul, ne jamais se croire incapable, ne se croire seul. Aujourd'hui, on vit dans une société qui nous demande beaucoup. Il y a que nous qui savons. On peut des fois nous demander conseil à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que c'est une solution qui s'applique à nous. Euh, c'est ça que je voulais dire. Souvent, il y a quelque chose, là je vais encore partir un petit peu loin, c'est peut-être pas seulement 2 mots, mais je voudrais qu'on comprenne quelque chose aussi. C'est que euh, on vit dans une société où on a beaucoup de biais cognitifs. Ça veut dire que quand on est déjà plus ou moins convaincu par quelque chose, notre cerveau, il a ce qu'on appelle des biais cognitifs. Il a tendance à plus retenir les informations qui appuient notre avis qui est déjà plus ou moins ancré. Par exemple, une femme qui va entendre à longueur de journée que l'allaitement, c'est dur, qu'elle va pas y arriver, eh ben, elle va constater que des choses qui vont appuyer ça. Alors que bah, ça peut être complètement une autre réalité. On peut Ouais. complètement partir dans une autre réalité. Il faut réussir à se libérer de ça. Euh, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Il faut savoir prendre du recul sur ce que toutes les personnes viennent nous dire. On se rend compte aujourd'hui que plusieurs personnes peuvent nous donner plusieurs avis radicalement opposés. Il faut venir choisir ce qui nous parle à nous. Il n'y a pas une vérité, il y a la nôtre. Et il ne faut pas hésiter à aller chercher toujours de l'aide auprès d'autres femmes, des femmes qui vivent la même chose. Ouais. Trouver des personnes de confiance. Voilà. Ne jamais se Mmh. croire nul, ne jamais croire qu'on est défaillante, qu'on est moins bien que les autres. Ça, c'est archi faux. Mmh. Rencontrer n'importe quelle autre maman, commencer à parler, vous allez voir que n'importe qui rencontre ses propres difficultés. Mmh. C'est très fort et en tout cas, c'est un message qui est très précieux pour terminer cet épisode et tu en as passé beaucoup aussi, tant à travers ta propre histoire, ta propre maternité, mais aussi, par rapport à l'accompagnement que tu proposes. Donc Ouais. vraiment merci beaucoup Léna, en tout cas pour ce temps que tu as pris pour nous Bah, merci de partager m'avoir donné la tes parole, passions. Marion. Je t'en prie Léna, vraiment et en tout cas, je relayerai bien évidemment la vidéo, de la maison des maternelles, au moment de la diffusion de cet épisode et Avec aussi grand plaisir, merci. les Oui, liens pour te retrouver, pour, celles qui bien sont sûr. dans le coin, en tout cas. Donc vraiment merci Léna et je te souhaite une très, très belle continuation, très lumineuse. Toi aussi, Marion, un grand merci à toi. Merci, à bientôt Léna. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr,
où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.